Bonjour tout le monde, je pars mon partage d'écran. Bienvenue à ce webinaire sur la trousse d'évaluation des codes, webinaire qui va nous permettre de répondre aux questions les plus fréquemment posées. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Cynthia Thériault, qui est co-auteure de la trousse d'évaluation des codes et aussi enseignante ressources spécialisée en évaluation et intervention du côté du district scolaire francophone Nord-Est. Moi, c'est Mélanie Lortie, déléguée pédagogique et orthopédagogue pour les éditions Passe-Temps. On était 280 personnes inscrites aujourd'hui, bien sûr, possible d'écouter en rediffusion. Donc, on ne sera pas nécessairement 283 personnes, mais vous comprendrez que ce sera plus ou moins réaliste d'avoir une session de questions à la fin. On va possiblement prendre notre heure au complet, mais sachez que vous allez bien sûr recevoir le lien d'enregistrement après le webinaire. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser dans le clavardage. Puis à ce moment-là, moi, je pourrais par la suite faire un petit inventaire des questions qui n'auront pas été répondues et vous répondre à la limite par courriel. Donc, je change de page ici. Donc, webinaire qui est présenté par les éditions Passe-Temps. Éditions Passe-Temps qui a bien sûr fait la trousse d'évaluation des codes, tout le matériel des codes et qui fait du matériel pédagogique en français depuis 1996, donc ça fait plus de 25 ans. Dans le webinaire aujourd'hui, on va traiter les questions les plus fréquemment posées en lien avec la trousse d'évaluation des codes. Vous savez, si vous avez déjà la trousse, que vous avez un guide pédagogique qui est déjà très complet. Toutefois, c'est normal après 6 mois que la trousse est sortie. C'est quand même normal lorsqu'on utilise un nouvel outil d'avoir des questions et comme on en recevait plusieurs par courriel, on a décidé de faire ce webinaire aujourd'hui pour répondre aux questions les plus fréquemment posées. Premièrement, Décode, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 72 livres, 2 séries de livres répartis sur 6 niveaux. Vous avez la série 1, Introduction avec des indices qui facilite le décodage pour offrir du soutien supplémentaire à l'élève. Ensuite, vous avez la série 2, Sans indices, facilitant le décodage pour tendre vers une lecture autonome. Vous avez dans la série 1 et la série 2 les mêmes niveaux, donc on suit la même progression qui est inspirée des échelles Springer-Charol. Vous avez aussi la possibilité d'avoir version numérique. Je vous en parle parce que c'est intéressant puisque ça peut vous permettre, par exemple, de projeter sur le tableau blanc interactif pour faire de la lecture partagée ou bien mettre sur des iPads si vous voulez faire des petits sous-groupes de lecture. Ici, on dit que c'est la collection la plus complète et la plus recommandée au Canada, puisque en plus d'avoir les livres, vous avez du matériel complémentaire, hein. Donc Atelier des codes 1, Atelier des codes 2, Alerte intrus, ainsi que la trousse d'évaluation qui va vous permettre de suivre les progrès de vos élèves. Un petit instant. Je poursuis. Cynthia, ça va toujours au niveau de faire entrer les gens dans la salle d'attente parce que sinon, je vais aller Ouais, changer je les pense que oui. paramètres. Je pense que Parfait, oui. génial. Donc aujourd'hui, on parle de la trousse d'évaluation des codes. Dans le questionnaire qu'on a envoyé à l'inscription, une majorité de gens qui sont inscrits au webinaire connaissent déjà la trousse d'évaluation, l'utilisent déjà. Si jamais ce n'est pas votre cas, que vous n'avez pas la trousse d'évaluation des codes, sachez que sur la chaîne YouTube des éditions Passe-Temps, vous avez un webinaire datant du mois de septembre lors de la sortie de la trousse qui avait été animé par moi, Cynthia et Michel Minard-Corriveau, qui a été aussi consultante pour la trousse d'évaluation des codes. La trousse complète clé en main rédigée en français, conçue en collaboration avec des expertes en évaluation, Cynthia, Michel Minard-Corriveau comme consultante et Lucie, qui est notre orthopédagogue à l'interne, qui a rédigé les livres et qui a travaillé bien sûr à la trousse d'évaluation, avec une licence école sans limite de temps ni d'utilisateur pour vos grilles d'évaluation et votre guide pédagogique. Dans la trousse, vous avez 12 livres exclusifs, 2 par niveau, 4 grilles par livre, une grille pour l'évaluation de la précision de la lecture, compréhension de la lecture par le rappel de texte, compréhension de la lecture par le questionnement oral et fluidité en lecture. Vous avez un guide pédagogique très complet, clé en main. On va souvent vous rapporter justement au guide pédagogique pour certaines questions
du webinaire aujourd'hui. Donc, guide dans lequel on présente la trousse, quand évaluer, comment évaluer, les types d'erreurs, l'échelle des codes, le matériel de consultation. Et aujourd'hui, je vais vous donner un petit instant pour scanner le code QR. Vous avez la chance de gagner la collection complète Ensorcelir. Ensorcelir, je vous la présente aujourd'hui puisque c'est une excellente collection pour travailler en parallèle avec la collection des codes. Ce sont des livres décodables dans lesquels on va travailler avec des non-mots. Donc, les non-mots, ce sont des formules magiques. Donc, c'est normal qu'une formule magique ne veuille rien dire, n'ait aucune signification. Donc, on a utilisé les formules magiques pour les non-mots. Et lorsqu'on tourne la page, on voit l'effet de la formule magique. Donc, c'est très ludique. Les enfants adorent essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer pour chacun des personnages de l'histoire. Et quand vous allez sur le site web, dans la section Documents joints, vous allez voir une comparaison entre Décode et Ensorcelir. C'est vraiment intéressant parce que ça va vous permettre de planifier votre enseignement. Quel livre Ensorcelir puis-je utiliser de façon parallèle avec mes livres Décode? Donc, vous avez le code QR, vous allez le recevoir aussi par courriel demain. Puis, si vous n'avez pas réussi aujourd'hui à participer, vous pourrez participer là, à partir de votre courriel demain sans problème. Donc, on poursuit avec Cynthia qui va nous parler de la première question. OK. Donc, la première question qu'on a reçue, c'est plusieurs enseignants de notre école ne comprennent pas pourquoi on devrait évaluer avec des livres décodables. Ils pensent que ce ne sont pas des vrais livres. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Donc, je pense que pour aborder cette question-là, tu peux cliquer. Oui. Oui, j'ai pas l'accès à la. OK, oui. Donc, pour répondre à cette question-là, on va commencer avec un rappel qui est quand même assez essentiel. Donc, en tant que pédagogue, on devrait s'assurer de seulement évaluer qu'est-ce qu'on a enseigné. Puis bien que ce principe-là s'applique généralement sans aucun problème dans toutes les autres matières scolaires, ça demeure un défi au niveau de l'enseignement de la lecture. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au niveau des mathématiques, par exemple, on placerait jamais un numéro concernant les fractions sur une évaluation mathématique si on n'a jamais enseigné les fractions à nos élèves. Même chose en sciences, par exemple, on n'essaierait pas d'évaluer le niveau de compréhension par rapport au processus de photosynthèse si on n'a jamais enseigné à nos élèves le processus de photosynthèse. Pourtant, au niveau de la lecture, c'était courant. Je pense que c'est peut-être un peu moins courant, peut-être cette année ou l'année passée, à partir des 2 dernières années, avec tout le mouvement de structurer notre enseignement de la littératie. Je pense que c'est un peu mieux, mais c'était courant, c'est encore courant dans peut-être quelques endroits, d'utiliser des textes avec une variété d'éléments qui n'a jamais été enseignée pour évaluer la lecture de nos élèves. Donc, c'est exactement à ce moment-là que les livres décodables entrent en jeu parce que c'est des outils qui sont très puissants pour nous parce qu'ils nous permettent d'évaluer uniquement qu'est-ce qu'on a enseigné. Puis, une pierre deux coups, ça nous permet aussi de vérifier que nous, en tant que professionnels de l'éducation, on a fait notre partie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par faire notre partie? C'est qu'on a effectivement enseigné tout ce qui se retrouve dans l'évaluation avant de passer l'évaluation en tant que telle. Donc, vous voyez à l'écran, c'est encore une fois une capture d'écran de notre guide de l'enseignant qui est dans la trousse d'évaluation en lecture. Donc, c'est juste pour illustrer qu'en un coup d'œil, n'importe quel professionnel de l'éducation qui utilise cette trousse-là pour évaluer la lecture de leurs élèves est capable de vérifier qu'effectivement, ils ont enseigné tout ce qu'ils devaient enseigner avant d'administrer l'évaluation. Puis, ça nous permet justement d'évaluer seulement qu'est-ce qu'on a enseigné. Donc, par exemple, livre 1, niveau 1. Donc, c'est le livre le plus facile qui se retrouve dans la trousse d'évaluation. Donc, avant d'utiliser ce texte-là pour évaluer mon élève, qu'est-ce que je dois concrètement m'assurer? C'est que j'ai effectivement enseigné ces 15 lettres de l'alphabet-là et les sons qui viennent avec. Donc, les correspondances graphèmes-phonèmes qui se retrouvent dans ce texte-là. Si c'est oui, on fait un petit crochet et on peut passer au prochain encadré juste à côté qui... oh non, tu peux revenir... Pardon. Je voulais dire le petit carré juste à côté. Oui. qui énumère tous les vocabulaires qu'on a ciblés comme qui pourraient potentiellement causer des défis au niveau du vocabulaire de l'élève. Donc, on va s'assurer que tout le vocabulaire qui est dans le texte
c'est connu de l'élève. Donc, il n'y a aucune surprise sur l'évaluation. C'est toutes des choses qu'il connaît ou qu'on a déjà enseignées pour lui donner une chance, une réelle chance au coureur là, de nous démontrer ses vraies capacités, ses vraies connaissances au niveau du décodage. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que c'est probablement un texte qui est ben là, encore une fois, tu reviens à ton jugement professionnel là, pour voir si toi, d'après toi, là, avec tout ça en main ou en tête, tu penses que l'élève serait capable de passer cette évaluation-là. Donc là, tu peux cliquer, Mélanie. Oui, excuse-moi. Parfait. OK, donc pour créer ces livres-là, donc tous les livres de la série d'école, dans tout ce qu'on a mentionné, que Mélanie a mentionné tantôt, là, tout ce qui se retrouve dans la série des codes s'est aligné sur une même progression. Donc, cette progression-là, bien évidemment, elle tient en compte des particularités de la langue française. Vous pouvez voir à l'écran, là, c'est une des différentes façons. Il y a plusieurs façons qu'on a illustré notre progression. Ça, c'est une des différentes façons qui nous permet de voir quelle correspondance graphème-phonème apparaît à partir de quel niveau de la trousse d'évaluation des codes ou de la série régulière des codes. Pour faire cette progression-là, il y a plusieurs choses qui ont été qu'on a eu besoin de prendre en considération. Donc, par exemple, pour faire cette progression-là, on s'est vraiment appuyé sur le principe de progression rationnelle, des régularités des relations graphème-phonème, la fréquence des relations graphème-phonème. En d'autres mots, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que l'enseignement des correspondances graphème-phonème, des correspondances graphème-phonème les plus simples et les plus régulières ont été priorisées au tout début de l'apprentissage, au début de la progression, tandis que ceux qui sont plus complexes et plus rares, bien évidemment, ça se retrouve peut-être au milieu ou vers la fin de la progression. Puis, c'est de cette façon-là qu'on accompagne efficacement le petit lecteur, le petit apprenti lecteur dans son cheminement vers l'apprentissage de la lecture pour qu'il devienne un lecteur compétent. Donc, pour conclure cette question-là, les livres de la trousse d'évaluation des codes sont effectivement des vrais livres. Puis ces vrais livres-là, ils comportent une histoire cohérente. Donc, du début à la fin, il y a une histoire dans chacun des livres. Il y a aussi des illustrations qui sont complémentaires. Puis les illustrations, je vais en parler plus tantôt, là, mais c'est vraiment des illustrations qui rendent l'expérience ludique. Donc, c'est vraiment un ajout qu'on peut même enlever, là, comme ce n'est pas nécessaire à l'évaluation. L'élève ne pourra pas deviner le texte en s'appuyant uniquement sur les images. Il n'y aura pas le choix, en tout cas, on espère qu'il n'y aura pas le choix d'utiliser ses connaissances et ses compétences de décodage pour lire le texte, non, pas s'appuyer sur les illustrations. Et évidemment, c'est un texte qui a été conçu en tenant en compte des particularités de la langue française. Utiliser ces textes-là, les textes décodables pour évaluer, qu'est-ce que ça nous permet de faire, nous, les enseignants, c'est de permettre d'évaluer réellement qu'est-ce qu'on a enseigné, de faire vivre des opportunités de succès aux élèves parce que ça comporte uniquement, encore une fois, des choses qu'on a déjà enseignées. Quelque chose qui est aussi très important aussi, c'est qu'avec c'est certain que les dernières années, je pense qu'on a mis beaucoup, beaucoup d'accent sur le décodage. La trousse s'appelle Décode parce que je pense que c'était quelque chose qu'on avait mis de côté ou qu'on ne mettait pas autant d'importance durant les dernières années. Puis je pense que là, pour le retour du balancier a fait qu'on dirait qu'on met beaucoup, beaucoup d'importance sur le décodage. Par exemple, le but ultime d'être capable de lire, c'est d'être capable de comprendre qu'est-ce qu'on lit. Si un élève est capable de décoder, mais il ne comprend absolument rien du texte qu'il a lu, le but en tant que tel, l'objectif, le grand objectif de la lecture n'a pas été accompli. Donc, c'est certain qu'avec ces textes décodables-là, on va aller évaluer les connaissances, les compétences de décodage, mais aussi on veut s'assurer d'évaluer toutes les autres sphères qu'habituellement on veut évaluer quand on fait une lecture à voix haute. Là. Puis là, je parle évidemment de la précision, de la compréhension, surtout de la compréhension par rapport à l'aide du questionnement, mais aussi à l'aide du rappel, puis évidemment la fluidité avec tout ça. Un dernier petit rappel général, c'est que lire, justement, c'est pas seulement décoder des mots. C'est décoder des mots, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi construire le sens du texte. C'est capable de l'interpréter, de comprendre qu'est-ce qu'on a lu. Puis la trousse d'évaluation permet de tout évaluer ça, même si c'est seulement des courts textes, puis ils sont tous décodables. OK, tu peux changer de diapositive. OK, la numéro 2. Deuxième question qui nous a été posée. Okay. Est-ce que c'est possible de fournir une comparaison concrète entre l'évaluation avec un texte ordinaire et un texte décodeur? Là, je l'ai entre les lignes, un texte ordinaire, ça veut dire un texte qui ne tient pas nécessairement en compte des particularités de la langue française. En tout cas qui n'a pas été créé avec ça en tête. Donc, je vous offre de faire un exercice de comparaison avec moi. Là, je ne vois pas les commentaires dans les commentaires, mais si vous voulez, vous pouvez certainement participer dans les commentaires.
puis je pourrais les voir après, là. Donc, l'exercice que je vous propose, c'est un texte ordinaire. Donc, le texte 1, c'est le texte ordinaire, donc qui ne tient pas nécessairement en compte les particularités de la langue française. Et de l'autre côté, c'est 3 phrases aléatoires. Ce n'est pas le texte au complet, bien évidemment. C'est 3 phrases aléatoires qui se retrouvent dans le livre Le sac de la trousse d'évaluation des codes. Donc, une petite mise en contexte, c'est 2 exemples de textes qu'on pourrait utiliser pour évaluer un livre. On pourrait évaluer un élève du niveau 1. Puis qu'est-ce que je veux dire du niveau 1? C'est vraiment un élève là, qui fait ses premiers pas, ses premiers pas dans le processus d'apprentissage de la lecture. C'est vraiment un apprenti lecteur, là, débutant. Puis là, je sais qu'il y avait des inscriptions un peu partout à travers le Canada. Donc, dépendamment de votre programme d'études, on parle de comme fin maternelle ou tout début première année. Là. Donc, juste pour vous donner une idée de qui est notre clientèle pour ces évaluations-là. Tout comme jeune, on fait nos premiers pas dans le processus d'apprentissage à la lecture. Donc, en gardant ça en tête, je vais lire les 2 textes et j'aimerais que, pendant que je les lis, que vous portiez une attention particulière sur 2 choses. Donc, la première chose, j'aimerais que vous portiez une attention particulière sur les correspondances graphèmes-phonèmes qui ont été sélectionnées pour ce texte-là. Donc, quelles correspondances graphèmes-phonèmes qui se retrouvent dans le texte. Et la deuxième chose, c'est la structure de phrase qui a été utilisée. Est-ce qu'il y a une structure de phrase qui peut-être inciterait les élèves à deviner les mots au lieu de les lire réellement? OK, donc, je vais baisser ça. OK, donc je lis le texte ordinaire, le texte 1, qui est le chat. Le chat dort, le chat boit, le chat ronronne. De l'autre côté, 3 phrases qui se retrouvent dans le texte le sac. Le sac de papa. Lily a vu le sac. Bravo, Lily! Donc, première question. Est-ce qu'il y a un des textes qui comporte des graphèmes trop complexes pour un niveau 1? Donc, si on regarde le texte 1, le chat, juste avec le titre, on voit qu'on a le CH et on a le T muet. Donc, déjà là, c'est 2 graphèmes qui est quand même assez complexes. Mais on a aussi, si on regarde rapidement, là, on a le OI, on a le ON, on a le E muet aussi. Donc, on a une panoplie, je l'ai nommé 5 là, très rapidement, mais on a une panoplie de correspondances graphèmes-phonèmes qui est quand même assez complexe pour un niveau 1. Puis, qu'est-ce que moi, ça me donne, quel drapeau qui se lève quand je vois ce texte-là, c'est que très probablement, si je passe ce texte-là à un élève pour une évaluation de niveau 1, donc au début, ben là je dis niveau 1, mais ce que je veux vraiment dire, là, c'est à ses débuts, à ses premiers pas dans l'apprentissage à la lecture, c'est que très probablement, il va avoir des correspondances graphèmes-phonèmes que je n'ai pas enseignées déjà à cet élève-là. Donc déjà, je ne le mets pas nécessairement en situation d'échec, mais je ne donne pas tous les outils qu'il a besoin pour me démontrer réellement ses vraies compétences en lecture. Si je me tourne de l'autre côté, par rapport au texte le sac, on peut voir qu'il n'y a aucun graphème composé. Donc, il n'y a pas de CH, de OI, de ON. C'est vraiment une lettre, un son. Comme le sac, le sac. Donc, c'est vraiment comme une lettre, un son. C'est ce qui se passe pour l'entièreté du niveau 1 et aussi on s'est assuré d'éliminer toute la présence des lettres muettes. Donc, il n'y aura pas de T muet, il n'y aura pas de E muet. C'est vraiment le plus facile, là, comme quand je disais que la progression respectait les particularités de la langue française, c'est un peu ça que j'essayais de dire. Donc, c'est vraiment du plus facile jusqu'au plus complexe. Deuxième question par rapport à ce texte-là. Est-ce qu'il y a une structure de phrases répétitives qui pourrait, dans l'un des 2 textes, qui pourrait inciter les enfants à se souvenir d'une partie de la phrase puis de deviner le mot qui manque à l'aide des illustrations? Donc, je reviens au texte 1. Si vous regardez la structure de phrase, c'est très évident que c'est très répétitif. Le chat dort, le chat boit, le chat ronronne, c'est toujours la même phrase. Donc, c'est possible pour l'enfant de se mémoriser le titre, le chat, de l'appliquer à chacune des phrases parce que je peux faire une petite photo là, puis voir que le chat, il se retrouve à toutes les pages. Et avec l'illustration, si le texte est le chat dort, l'illustration c'est un chat qui dort, l'élève est possiblement capable de dire le chat dort et il n'a pas lu du tout le texte. Ça peut nous donner l'illusion qu'il a lu le texte, mais techniquement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mémorisé le titre, il l'a appliqué à toutes les phrases, puis il a deviné le mot qui manque. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut évaluer en tant que pédagogue. On ne veut pas évaluer le niveau de mémorisation nécessairement de l'élève. On veut savoir s'il est capable d'appliquer ses connaissances et ses compétences à la lecture.
Si on revient donc de nouveau au texte Le Sac, on s'est assuré d'en porter une attention particulière, excusez-moi, à la structure des phrases, parce qu'on voulait éliminer le plus possible ce genre de phrases-là, de structure de phrases répétitives-là, pour... on ne peut pas nous assurer que l'élève ne pourra jamais deviner un mot, mais on voulait comme contrôler ce paramètre-là, contrôler les structures de phrases pour mettre toutes les chances de notre côté que l'élève soit réellement comme obligé d'utiliser ses compétences et ses connaissances en décodage pour lire les textes. Donc, si vous voulez, vous pouvez déterminer ou écrire dans le commentaire si vous pensez qu'un des deux textes nous permet effectivement de mieux évaluer fiablement le niveau de lecture de l'élève. Le niveau de lecture, je ne vais pas dire le niveau de lecture, mais les compétences de lecture de l'élève. OK, tu peux changer de diapositive. OK, ici, rapidement, j'ai déjà mentionné la majorité de ce qui se retrouve dans ce tableau-là, mais c'est un tableau pour juste énumérer un peu les choses qu'on a peut-être essayé d'ajuster avec le matériel qu'on utilisait peut-être avant. Par exemple, le premier point, c'est les livres d'évaluation sont conçus en français. Moi, Cynthia, là, dans ma pratique à moi, lorsque moi j'étais un enseignant titulaire, je ne le suis plus, mais lorsque je l'étais, le matériel que moi j'utilisais, c'était souvent des traductions de l'anglais. Puis c'était des livres qui étaient créés en anglais pour des élèves qui apprenaient la lecture anglophone, des élèves anglophones. Puis qu'est-ce que ça faisait comme un exemple concret? Par exemple, le titre « Le chat ». Si c'était un livre, c'était une traduction d'un livre anglophone. Donc, si on regarde le mot « cat »,« cat », c'est beaucoup plus facile de lire le mot « cat » que le mot « chat », que le CH, le A, puis le T muet. Donc, ce qui se passait, c'est que probablement l'outil que moi j'utilisais, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, là, mais j'imagine que l'outil que j'utilisais, cette traduction-là, elle était bonne pour les élèves qui apprenaient à lire en anglais. Mais ce qui se passait, c'est que la traduction était faite du tac au tac. Donc, cat, chat. Mais le mot cat est beaucoup plus facile à lire que le mot chat l'est en français. Ce qui se passait, c'est que l'outil que j'utilisais reflétait vraiment pas les particularités de la langue française, puis je mettais un peu mes élèves en échec parce que j'utilisais des textes comme le chat à des élèves qui n'avaient pas appris que le T, des fois, il fait T, mais des fois, il fait rien. Donc, c'est ça. Donc, la trousse d'évaluation des codes, on s'est assuré que, évidemment, c'est des livres qui sont faits en français pour des élèves francophones. C'est aussi des livres qui tiennent compte des particularités de la langue française, comme que je l'ai déjà dit. On introduit progressivement, donc les plus faciles au début, les plus complexes au milieu ou à la fin de la progression. On s'est aussi assuré qu'il n'y a aucune phrase, aucune structure de phrase qui est répétitive dans aucun de nos textes pour nous assurer, pour essayer de mettre toutes les chances de nos côtés que l'élève il lit vraiment, il n'essaie pas de deviner aucune façon. Les images, je l'ai mentionné tantôt, les images ont été créées vraiment pour un aspect ludique, pour que l'élève vive une expérience quand même de « je lis un livre » comme qu'il le lirait, par exemple, en lecture du soir chez lui ou dans sa classe, dans n'importe quel autre moment que d'une évaluation. On s'est aussi assuré que l'élève ne peut pas nécessairement deviner le texte en regardant l'image. Si jamais, ça ne devrait pas arriver, mais si jamais vous pensez qu'il y a un élève que pour une raison ou pour une autre, il est capable de deviner le texte à l'aide des illustrations de la trousse d'évaluation des codes, c'est 100% possible de cacher l'illustration, demander à l'élève de lire le texte en premier, puis après ça, lui montrer l'illustration. Ça ne change absolument rien à la façon que la trousse d'évaluation ou l'évaluation en tant que telle va se dérouler. Ça ne devrait pas causer un problème, mais si jamais ça peut vous rassurer, vous êtes totalement libre de le faire. Le dernier point, je n'ai pas encore parlé, mais c'est au niveau des grilles qui se retrouvent dans la trousse d'évaluation. Encore une fois, qu'est-ce que moi j'utilisais dans ma pratique à moi, Cynthia Thériault, c'était des grilles d'évaluation qui me demandaient souvent de catégoriser les erreurs des élèves par rapport à un système d'indices. Je pense que maintenant, c'est quand même une connaissance qui est très courante, qui est très partagée. Je pense que j'apprends rien à personne en disant qu'on va privilégier de ne pas deviner des mots. On va s'assurer qu'ils sont capables de les lire, puis on n'aura pas besoin de catégoriser des erreurs par rapport à quel indice ils auraient pu utiliser pour deviner le mot. Je pense plus que c'est une pratique courante. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est vraiment analyser les données. Donc, analyser les erreurs, mais les erreurs, ça fait partie juste d'une panoplie de données qu'on va recueillir pendant l'évaluation. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, là, je pense que Mélanie va en parler plus tard, là, mais nos grilles d'évaluation, on a regroupé, je pense que c'est 4 ou 5 catégories d'erreurs les plus fréquemment faites par les élèves qui apprennent à lire en français.
Donc, on va aller catégoriser ces erreurs-là dans cette grille-là. Puis qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va nous permettre d'intervenir exactement au bon endroit pour cet élève-là. Et c'est certain que dans un monde idéal, j'enseignerais quelque chose, tous mes élèves le capteraient, ça serait mémorisé, ça serait automatisé, puis personne ne ferait jamais d'erreur. Puis en un an, tous mes élèves seraient des élèves complètement lecteurs compétents. Ça n'arrivera pas, c'est impossible que ça va arriver. Ce qui va arriver, c'est que vos élèves vont faire des erreurs. Puis c'est une bonne chose qu'ils font des erreurs. Puis la façon que le changement de paradigme qu'on essaie d'apporter un peu avec la trousse d'évaluation, c'est que les erreurs sont importantes, que les erreurs, c'est précieux pour nous autres. La raison pourquoi je dis que les erreurs sont précieuses, c'est parce que c'est une cueillette de données. Puis ces données-là, les erreurs en tant que telles, c'est comme une porte. C'est vraiment ça, c'est vraiment une porte pour voir qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau. Pourquoi est-ce que cet élève-là, l'erreur, qu'est-ce que ça nous dit, là, c'est que, oh, il y a quelque chose qui n'a pas passé. C'est soit que dans mon enseignement, il n'a pas compris, c'est pas maîtrisé, c'est pas automatisé. Vous pourrez regarder la grille là, pour voir qu'est-ce que les possibilités d'erreur. Mais qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis cette porte d'entrée-là que l'erreur nous donne va nous dire exactement où est-ce que nous, après ça, là, on va aller intervenir. Puis ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que c'est très probable que cet élève-là ne sera pas le seul qui n'aura pas capté cette information-là de la bonne façon. Fait que c'est avec ces données-là qu'on peut faire des petits groupes, puis on peut aller vraiment cibler là, exactement où est-ce qu'il est le petit bobo, là, exactement où est-ce que ça n'a pas passé. Puis ça va rendre nos interventions beaucoup plus efficaces, beaucoup plus ciblées. OK, tu peux changer de diapositive. Oui, on est Oui. très emballés là, de vous parler assurément de la trousse d'évaluation, de répondre à vos questions. Il nous reste quand même plusieurs questions. Je vois le temps passer. Il est OK, midi je vais me 26. dépêcher. Donc, il se peut très bien, je fais juste aviser les gens, il se peut très bien qu'on dépasse un petit peu le temps. On préfère, dans le fond, vous donner tout le contenu. Si jamais, par exemple, après une heure, vous devez quitter, vous aurez tout juste à quitter. On sera pas fâchés de ça, mais vous allez avoir les informations là, par courriel par la suite, l'enregistrement, puis vous pourrez poursuivre au moment qui vous conviendra. OK, je vais essayer quand même d'aller un tout petit peu plus vite, là. Tu peux revenir d'une diapo, je vais juste passer très rapidement sur celle-là. Donc, c'est pratiquement qu'est-ce que je viens de dire, là. C'est une trousse d'évaluation qu'on essaie de changer de paradigme, là. C'est vraiment, on est orienté vers l'intervention. C'est pas on évalue juste pour évaluer, pour donner une note, pour donner un niveau. On évalue pour vraiment orienter notre intervention, pour intervenir exactement au bon endroit pour cet élève-là. Donc, on fait un portrait. Après l'évaluation, qu'est-ce qui devrait se passer? C'est que je suis capable de faire un portrait des forces et des défis de l'élève qui a été évalué. Ce que je vais faire, je vais analyser toutes ces données-là, autant ses forces que ses faiblesses, que ses défis, je devrais dire, autant ses forces que ses défis. Puis ça va nous permettre justement d'intervenir exactement au bon endroit. Puis, ce qu'on espère, c'est répondre aux besoins de tous les élèves. Donc, les aider à cheminer le plus efficacement possible. OK, tu peux changer de question. Question numéro 3. Comment organiser mon enseignement pour intégrer la trousse d'évaluation des codes? Puis ça, je pense que c'est la question qui est revenue le plus souvent. Puis c'est une question que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment pertinente parce que ça démontre un peu où est-ce que collectivement, en tant qu'enseignante, où est-ce qu'on est rendu dans notre processus de, justement, là, de la structuration de tout l'enseignement explicite de la littératie. C'est là où on est rendu. Donc, pour utiliser la trousse d'évaluation des codes, dans votre salle de classe, que ça fasse du sens avec votre enseignement, toute votre structuration de l'enseignement explicite, la première variable, c'est est-ce que vous avez une progression d'établi, oui ou non? Donc, si oui, vous avez une progression d'enseignement, puis une progression, je veux dire une progression d'enseignement explicite, progressive, cumulative, tous ces mots-là, là. Une progression d'enseignement explicite des correspondances graphème-phonème. Donc, si vous, dans votre école, dans votre communauté d'école, dans votre district, vous avez déjà choisi une progression, ou vous l'avez créé. C'est soit que vous l'avez créé ou que vous avez choisi une des progressions qui est proposée, il y en a plusieurs, là, qui est proposée par divers chercheurs bien connus dans le monde de l'éducation. Donc, si vous avez déjà une progression, deux options s'offrent à vous. C'est soit que vous alignez les livres de la trousse d'évaluation des codes à votre progression actuelle, ou au contraire, c'est soit que si c'est possible, que vous faites juste comme des petites adaptations à votre progression pour l'enligner encore plus davantage avec celle de la série des codes. Si vous n'avez pas de progression, aucun jugement, bien évidemment, on est dans les débuts là, de tout ce changement-là. Si vous n'avez pas de progression ou que vous désirez en adopter une nouvelle, vous pouvez certainement suivre celle qu'on recommande avec la trousse, avec toute la série des codes. Donc, ceci étant dit, là, comme que je viens de dire, bien que nous, là, avec la trousse d'évaluation des codes, toute la série des codes, on vous propose une progression d'enseignement,
vous demeurez 100% libre de faire vos propres choix pédagogiques. C'est totalement possible d'aligner la trousse à votre progression ou simplement de choisir d'utiliser notre progression à nous. Si vous avez déjà une progression déterminée, vous avez déjà sélectionné votre progression que vous voulez choisir, les chances sont très, très fortes qu'elle ne soit pas exactement pareille comme celle de Décode. Tu peux cliquer 2 fois, là, je vais sauter sur une diapositive. Ouais, passe à la prochaine encore. C'est une citation, juste avant. C'est une citation d'une de mes collègues, Martine Cadieux, elle a partagé sur sa page Facebook la boîte de Mme Martine. Je pense que c'est une citation qui résume bien ce que j'essaie de dire. C'est on ne sait pas quelle progression est la plus efficace, mais une progression structurée sera toujours plus efficace qu'une progression qui ne l'est pas. Puis je trouve que c'est très vrai parce que justement, les chercheurs nous disent qu'il n'y a pas une progression, il y a plusieurs bonnes progressions. Puis je pense que la majorité d'entre nous, en tout cas, qui est passé par là, on cherchait la bonne progression. Puis on aurait donc bien aimé qu'il y ait juste une progression, puis que ce soit uniforme, puis que tout le monde ait la même. Ça aurait été beaucoup moins compliqué. Mais ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs bonnes progressions qui est possible. Puis c'est autant probable que celle que vous avez choisie ou celle que nous, on a avec Décode, soient tous les deux aussi bonnes. La seule chose que les chercheurs s'entendent pour dire, c'est que, justement, une progression structurée est plus efficace qu'une progression qui ne l'est pas. Il faut s'assurer que la progression qu'on a choisie tient en compte des particularités de la langue française, le niveau de complexité des correspondances graphèmes-phonèmes, le niveau de régularité, de fréquence, de transparence, etc. Tous ces éléments-là qui doivent être pris en considération. Donc, si, encore une fois, avec ce petit encadré-là qui nous sauve beaucoup qui est des données très importantes, donc les connaissances préalables au décodage, c'est là-dessus que vous allez, c'est ceci que vous allez utiliser pour arrimer la trousse à votre progression si vous en avez déjà une. Donc, par exemple, le niveau vert, là, à quel moment, selon ma progression à moi, j'ai fini d'enseigner ces 15 lettres de l'alphabet suivantes, là. C'est exactement à ce moment-là, selon votre progression, que vous pourrez utiliser ce livre-là. Faites l'exercice pour tous les livres et ce sera plus facile d'insérer les livres exactement où est-ce qu'est votre progression à vous. OK, tu peux passer. Ça, c'est un autre tableau récapitulatif. Vous pourrez la visionner, vous pourrez la consulter après. C'est encore une autre façon que nous, on a présenté justement dans quel niveau, quelle correspondance graphème-phonème arrive au niveau 1 à 6, les livres 1 et les livres 2. OK. Tu peux y aller. Ah, j'ai oublié cette diapositive-là. Avec les livres, justement, Décode, c'est des livres qui sont même précieux parce qu'ils sont justement, c'est des livres décodables qui suivent les particularités linguistiques de la langue française. Donc, on peut les utiliser justement pour la lecture partagée avec l'ensemble de la classe, avec des lectures guidées en sous-groupe, les lectures en diade. Puis après, quand on les a bien utilisées dans la salle de classe, c'est certain qu'on peut les donner pour que les élèves puissent faire de la lecture indépendante, soit la lecture dans les petits sacs du soir, les lectures du soir ou les lectures autonomes dans la salle de classe dans les périodes de lecture. OK, tu peux y aller. Donc, on va continuer, par exemple, à mettre des livres dans les bacs, mais lorsque les correspondances graphèmes-phonèmes vont avoir été enseignées, en fait, parce que là, à ce moment-là, on va considérer que les élèves sont en mesure de les décoder. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Parfait. Merci. OK, question 4. Comment choisir un livre d'évaluation? Je pense que je l'ai un peu répondu avec la question juste en haut, là. Mais encore une fois, vous voyez à l'écran, c'est vraiment l'outil qui nous permet de déterminer comment choisir le bon livre pour évaluer les forces et les défis de l'élève qui est devant moi. Donc, les connaissances préalables et aussi le vocabulaire qui se retrouve dans le livre. Tu peux cliquer une deuxième fois, là? Donc, 4 questions à se poser. En regardant le tableau qui était juste à la diapositive avant, là, 4 questions à se poser pour être capable de choisir le bon livre pour le bon élève. Donc, premièrement, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, est-ce que j'ai enseigné toutes les correspondances graphème-phonème qui sont préalables au décodage? Donc, le petit encadré, est-ce que j'ai enseigné tout ça? Si oui, on peut mettre un petit crochet vert. Oui, tous les 22 lettres de l'alphabet pour le livre niveau 2 le deuxième livre du niveau 2. Après ça, la deuxième question, est-ce que l'élève connaît tous les mots de vocabulaire qui sont présents dans le livre? Encore une fois, dans le petit encadré, c'est ça, justement là. Est-ce qu'il connaît tous ces mots de vocabulaire-là? Si oui, excellent, on met un petit crochet. Sinon, on doit s'assurer qu'il les connaît. Donc, il y a plusieurs bonnes façons de le faire, là, mais on va s'assurer de l'enseigner explicitement au courant de la semaine pour que l'élève
comprenne qu'est-ce qu'il lit. Donc, on va lui donner une chance de comprendre qu'est-ce qu'il va lire. OK? Donc, la troisième question. Est-ce que l'élève est capable de décoder ou connaît les prénoms des personnages? Donc, encore une fois, ils sont écrits en plus foncé là, dans la diapositive d'avant. Bon, c'est ça. Voici les personnages. Donc, il va falloir que vous utilisez votre jugement professionnel pour savoir si effectivement il va être capable de décoder. Probablement que oui, parce que tous les mots sont, tous les noms ont été conçus avec justement des correspondances graphèmes-phonèmes qui devraient avoir été enseignés au préalable. Sinon, si vous pensez que ça peut poser un défi, c'est possible de dire, voici les 3 noms des personnages qui vont se retrouver dans ce livre-là. Et la dernière question, selon mes connaissances, donc selon mon jugement professionnel de pédagogue, est-ce que l'élève est potentiellement capable de décoder et comprendre ce livre? Donc, si oui, très probablement que vous avez choisi le bon livre pour évaluer votre élève. OK. Question numéro 5. Puis-je modifier des mots dans les livres qui ne correspondent pas à ma progression? Donc, la réponse est vite, c'est oui. Oui, vous pouvez certainement modifier les évaluations. Lorsqu'on a créé la trousse d'évaluation, notre objectif, c'était vraiment pas de créer une évaluation normée. Ce qu'on voulait, c'est créer une trousse d'évaluation, donc un outil qui nous permettrait de recueillir des informations pour être capable de créer un portrait d'élève. Puis avec ce portrait d'élève-là, être capable d'intervenir de façon ciblée et efficace. Donc, c'était pas du tout notre objectif de justement avoir des normes puis de normaliser tous cet outil d'évaluation-là. Donc, puisque ce n'est pas une évaluation normée, absolument, vous pouvez modifier le texte ou n'importe quoi ce qui se retrouve dans cette évaluation-là, selon votre jugement professionnel pour refléter votre propre progression ou refléter la diversité de tous les élèves qui se retrouvent dans votre salle de classe. Par exemple, un exemple concret, nous, dans la progression des codes, on a choisi d'intégrer la particularité linguistique du C-dur et du C-doux dès le niveau 1. Puis la raison pourquoi on a fait ce choix pédagogique-là, c'est justement en raison de leur fréquence. Il y a vraiment une fréquence importante de mots qui se retrouvent dans les livres destinés aux apprentis lecteurs qui utilisent le C-dur et le C-doux. Donc, on a décidé de faire ce choix pédagogique-là et de l'insérer dès le niveau 1. Toutefois, c'est bien possible que vous remarquez que ce n'est pas nécessairement encore acquis, mais que vous aimeriez passer l'évaluation du niveau 1 pareil. Nous, on a décidé d'en placer un. Donc, il y a un C-doux dans l'entièreté du texte, mais on a placé un justement parce qu'on vous demande de l'enseigner. Bon, on vous demande d'enseigner, on vous suggère de l'enseigner. Vous faites qu'est-ce que vous voulez, bien évidemment. On vous suggère de l'enseigner et ça vous donne une occasion de vérifier si ça a été acquis ou pas. Par exemple, encore une fois, selon votre jugement professionnel, si vous dites je ne pense pas que mes élèves ont capté ça encore, la règle du C-dur et du C-doux. Donc, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous modifiez le mot, vous l'éliminez complètement. Dans le livre 1 de la trousse d'évaluation des codes, le 1 C-doux qu'on a, là, c'est à cette phrase-là, justement. Lily ici. Donc, le mot ici, tu as le C qui fait bon. Si vous pensez que ça va causer un gros problème à la majorité de vos élèves, c'est très possible d'enlever ce mot-là. Puis la phrase devient juste, vous prenez juste un petit papier ou peu importe là, pour enlever le mot ici, et la phrase devient juste Lily! Ça fonctionne avec l'illustration quand même, parce que Lily est en train de faire tomber le sac. Donc, Lily, c'est Jamal qui crierait Lily. Donc, vous pouvez décider avant d'administrer l'évaluation, vous barrez le mot ici, vous l'enlevez du texte. Sinon, vous pouvez aussi choisir de juste pas comptabiliser l'erreur parce que c'est une autre source de données que vous pouvez aller chercher. Vous l'avez enseigné une fois, pas certain si ça a été capté ou pas, mais ça vous permet, si par exemple, vous décidez de le laisser là, puis il y a des élèves que, elle a réussi, elle a vraiment mis le mot ici de la bonne façon. Donc, ça nous donne encore une autre piste de données, une autre cahier de données qui est quand même très, très intéressante à avoir aussi. On ignore l'erreur pour ceux qui ne l'ont pas eu. Donc, si tu ne l'as pas eu, ce n'est pas grave. Si tu l'as eu, excellent. C'est une autre donnée que moi, je vais noter dans mon évaluation. Ou sinon, vous pouvez tout simplement dire, avant de débuter l'évaluation, voici le mot ici. Tu vas voir, il va se retrouver dans une des pages. C'est comme ça que tu le lis, le mot ici. Bon. Donc, 2/3 options. Là. Soit que tu modifies ou tu élimines le mot, que tu ignores l'erreur ou que tu lui dis d'avance comment le lire. OK, tu peux changer de diapositive. Donc, ma dernière question, la question numéro 6. Dois-je utiliser le même livre d'évaluation pour tous mes élèves? Tu peux cliquer une autre fois pour la prochaine diapositive. OK. Donc,
je propose de reformuler cette phrase-là, c'est quelle information souhaitez-vous obtenir en administrant cette évaluation-là? Il faut toujours, toujours, toujours garder en tête, c'est quoi mon objectif d'évaluation? Donc, pourquoi est-ce que moi, je décide d'évaluer cet élève-là aujourd'hui? Donc, tu peux cliquer une deuxième fois, une troisième fois. OK, donc, si tu choisis, par exemple, tu es au début d'une année scolaire, tu ne connais pas vraiment tes élèves, tu es certain que tu as lu les dossiers, là, mais tu ne connais pas encore vraiment tes élèves, tu as fait quelques enseignements de correspondance graphème-phonème et tu penses que, ah, ben là, moi, je pense que j'ai fait ma part, j'ai enseigné tout ce qui se retrouve dans l'évaluation du niveau 1. Je pense que je serais prête à administrer, par exemple, l'évaluation livre 1 niveau 1. Si ton objectif d'apprentissage, c'est de faire un portrait de classe, par exemple, tu veux savoir où est-ce que tous tes élèves se situent par rapport à ton enseignement, tu peux effectivement choisir le même livre d'évaluation pour tous tes élèves. Ceci étant dit, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas continuer à enseigner tes correspondances graphème-phonème, ton vocabulaire, etc., tu vas te rendre compte, bien évidemment, que là, j'apprends rien à personne en disant ça. Là. Évidemment, tous tes élèves ne vont pas progresser exactement en même temps. Ils ne vont pas se développer en tant que lecteurs exactement en même temps. Donc, on va s'adapter à cette réalité-là, à la diversité des élèves qui se retrouvent en salle de classe. Certainement qu'il va y avoir des élèves plus forts, qu'il y en a des élèves qui vont être plus, on va dire, dans la norme, dans la moyenne, et d'autres élèves on va remarquer qu'ils ont un petit peu plus de difficulté à capter peut-être l'enseignement des correspondances graphème-phonème ou les fluidités, ou en tout cas, peu importe toutes les choses qu'on évalue. Ceci étant dit, on va s'adapter à ça. Puis la façon qu'on va s'adapter à ça, c'est quel outil ou quel texte qui va me permettre à moi d'avoir le meilleur portrait possible des forces et des défis de l'élève. Par exemple, si je lis un texte, si j'administre une évaluation parce que je me dis, hey, j'ai enseigné tout ce qui se retrouve dans ce texte-là, je vais aller évaluer Émilie, par exemple, je vais évaluer Émilie. Puis lorsque je fais l'évaluation, je me rends compte que c'était vraiment trop difficile pour elle. Comme je ne suis pas capable de sortir son portrait de force avec cette évaluation-là, c'était vraiment trop difficile, c'était au-delà de ses capacités. Même si moi, j'ai pris ma part de responsabilité là-dedans en tant qu'enseignante et j'ai enseigné tout ce qui se trouvait là-dedans, je me rends compte que là, il va falloir que je descende de niveau, de catégorie. Puis là, quand je parle de niveau, je pense que j'en parle un petit peu plus tard, là, mais c'est vraiment pour catégoriser, pas pour catégoriser les élèves, catégoriser les livres. Donc, je vais descendre de niveau de livre. Moi, en tant que professionnel de l'éducation, je vais descendre de niveau de livre. L'élève n'a même pas besoin de le savoir. Là. Moi, je vais descendre de niveau de livre pour m'assurer d'avoir un portrait le plus fiable, le plus valide de ses compétences au niveau du décodage, de la lecture. OK, tu peux passer. Juste pour être certaine de bien comprendre, donc on comprend que l'enseignement va être universel. On va enseigner les correspondances graphème-phonème de façon universelle avec l'ensemble de la classe, mais on va aller différencier davantage au niveau de nos sous-groupes d'intervention, puis on peut aller différencier aussi l'évaluation si on sent que certains élèves sont plus avancés ou bien sont plus en difficulté. C'est bien ça? C'est ça. Parfait, génial. OK, comme que je viens de dire, les niveaux de la série des codes ont été créés pour classer des livres. C'est très, 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 très important. C'est pour classer les livres. C'est pour nous permettre à nous, en tant que pédagogue, de voir quel livre est plus facile, quel livre est plus difficile, quel livre, puis facile, difficile. Encore une fois, selon la progression d'enseignement des correspondances graphème-phonème. Donc, les niveaux n'ont pas été créés pour classer les élèves. Donc, l'élève, au bout du compte, là, il n'y a même pas besoin de savoir si tu utilises le niveau 3 ou le niveau 2 ou peu importe quel niveau que tu utilises. Toi, les niveaux sont là pour que toi, tu sois capable de faire un choix éclairé. OK. Tu peux tourner. Voici. Je prends le relais avec, oui, comment analyser les erreurs des élèves. C'est bien moi. Donc, comment analyser les erreurs des élèves, c'est une question qui revient très fréquemment. C'est certain que dans un webinaire d'une heure, un petit peu plus d'une heure finalement aujourd'hui, peut-être 1h15, c'est impossible d'aller dans le détail pour l'analyse des erreurs des élèves. Toutefois, je vous réfère au guide pédagogique dans lequel on a catégorisé les différents types d'erreurs. Donc, ce sont les erreurs qui sont les plus fréquentes, erreurs au niveau des correspondances graphème-phonème,
phonèmes, des graphies contextuelles qui vont changer selon le contexte, des mots qui sont devinés, parfois les élèves qui vont ajouter, enlever des sons, inverser l'ordre des sons, les voisins visuels, donc les correspondances graphèmes-phonèmes qui se ressemblent visuellement, les lettres muettes à la fin des mots, les mots fréquents ou irréguliers. Donc, on décrit les types d'erreurs avec des exemples qui vous permettent de bien les analyser. Puis, ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que dans la grille de précision en lecture, avec les types d'erreurs, vous avez aussi des exemples d'intervention et même aussi de matériel suggéré dans le guide pédagogique. Donc, je vais y revenir. Si, par exemple, vous avez des questions spécifiques par rapport à l'analyse des erreurs, vous pouvez aussi les écrire dans le clavardage, puis on pourra en tenir compte. Et on vous conseille toujours aussi de vous référer à vos conseillers, conseillères pédagogiques, leaders en littératie, orthopédagogues parfois aussi, là, pour vous soutenir dans l'analyse de l'erreur, en plus, bien sûr, du guide pédagogique. Question 8. Pendant un rappel, est-il acceptable d'encourager un élève à ajouter plus? Par exemple, peux-tu m'en dire plus? Pourrais-tu ajouter quelque chose ou autre chose? On se rappelle encore une fois qu'on n'a pas une évaluation qui est normée avec une passation, avec des consignes très rigides. Donc, la question dans ce cas-ci, c'est est-ce que le rappel de pourquoi, en fait, on demande à un élève de faire un rappel, puis quelles données on cherche à recueillir avec le rappel. Donc, le rappel, à la base, nous permet de voir si l'élève a compris le texte ou s'il n'a pas compris le texte. En aucun temps, on ne demande aux élèves d'avoir, par exemple, un rappel extrêmement détaillé avec des informations précises qui doit dire mot pour mot. Donc, ce n'est pas du tout le but du rappel. Dans ce cas-ci, c'est qu'on veut voir si l'élève a compris ce qu'il a lu. Donc, notre réponse, en fait, serait que si le rappel permet de vérifier la compréhension, on considère que le rappel est suffisant, mais s'il ne nous permet pas de vérifier la compréhension, donc il n'y a pas assez de détails, on a assurément le droit de poser des questions supplémentaires, d'encourager l'élève à dire plus d'informations. Donc, ce serait notre réponse pour cette question par rapport au rappel. Question 9. On a plusieurs enseignants qui ont l'habitude de faire le rappel avant la lecture à haute voix. Est-ce correct de procéder ainsi? Comme je vous disais tout à l'heure, hein, il n'y a pas de règles de passation qui sont extrêmement précises. Donc, oui, vous avez la possibilité de procéder ainsi. Bien sûr, si on fait le rappel avant la lecture à voix haute ou versus après la lecture à voix haute, vous allez avoir des avantages dans les deux cas. Si on fait le rappel avant la lecture à voix haute, l'avantage, c'est qu'on peut déterminer au début de l'évaluation si l'élève a compris. Donc, si jamais on a un rappel qui est insatisfaisant lorsqu'on le fait avant la lecture à voix haute, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, oh, peut-être que mon élève n'a pas compris, donc le livre est peut-être trop difficile, donc je pourrais arrêter l'évaluation et choisir un texte d'un niveau de difficulté inférieur, ou poursuivre l'évaluation et demander un deuxième rappel après la lecture à voix haute pour vérifier si la deuxième lecture a amélioré la compréhension. Dans le cas d'un rappel après la lecture à voix haute, l'avantage, c'est qu'on donne 2 occasions de lire le texte avant de faire son rappel. Petite note, si le rappel est insatisfaisant, veuillez quand même considérer qu'il y a certains élèves plus anxieux de lire à voix haute pour une évaluation qui pourraient oublier momentanément le texte sous la pression puis fausser les résultats. Donc, n'hésitez pas aussi, encore une fois, à encourager l'élève à en dire plus dans ce cas-ci ou à lui demander peut-être de relire le texte, de retourner dans le texte, c'est autorisé de faire ça. Question 10, une question qui est très, 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 très présente, que je reçois le plus. Y a-t-il des normes à atteindre pour les différentes composantes, même si cette évaluation n'est pas standardisée?
Donc là, on est encore dans un paradigme de normes à atteindre, de changer de niveau de livre, de niveau de lecture. Donc, dans ce cas-ci, non, il n'y a pas de normes à atteindre et c'est un choix pédagogique conscient. Donc, la trousse a vraiment pour objectif de recueillir des données sur les habiletés de lecture, d'avoir un portrait des élèves à différents moments de l'apprentissage pour ajuster les interventions et répondre aux élèves. Donc, le but n'est pas de faire changer les élèves de niveau de livre ou de bac. Donc, dans ce cas-ci, notre suggestion, si vous désirez, par exemple, avoir des normes en équipe école, j'ai eu une question là, dans le chat à savoir, nous, on utilise les couleurs verte, jaune et rouge pour savoir si un élève va changer de niveau. Donc, à ce moment-là, vous pouvez déterminer vos normes en équipe école. Il n'y a aucun problème. Par contre, c'est important de bien comprendre que dans ce cas-ci, on ne veut pas attribuer des niveaux de lecture aux élèves et qu'il n'est pas nécessaire de réussir, entre guillemets, une évaluation selon des normes rigides pour changer de niveau. Le but n'est pas de voir si l'élève a réussi ou non, mais de recueillir des données puis d'avoir un portrait de l'évolution de l'élève. Donc, c'est un changement de paradigme au niveau de l'évaluation qui est très, très, très important à comprendre. Je vous donne un petit tableau ici qu'on avait déjà présenté rapidement lors du webinaire avec Michel Minard-Corriveau que vous aurez dans vos documents courriels. On n'ira pas le détailler là, de façon très, très, très précise, mais on voit vraiment le changement de paradigme quand on analyse le rendement au-delà de la cote. Donc, on va par exemple regarder l'élève C, un cas typique d'élève qui revient quand même assez fréquemment avec un décodage précis mais une fluidité trop rapide qui va affecter la compréhension. Donc, dans ce cas-ci, quand je vois ce portrait d'élève-là, plutôt que de donner une norme ou de changer de niveau ou de donner un chiffre, bien, ce que je vais me demander, c'est est-ce que mon élève a priorisé le décodage rapide sans tenter d'accéder au sens? Et à ce moment-là, ça va venir influencer mes interventions. Je vais possiblement travailler les stratégies d'accès au sens pendant la lecture avec cet élève-là ou avec un sous-groupe d'élèves, bien sûr, parce que cet élève-là, l'élève C, sera possiblement pas le seul dans votre classe dans ce cas-ci. Question 11. Comment planifier le décloisonnement et les sous-groupes de travail? Dans le guide pédagogique, vous avez un tableau pour chacun des livres de sommaire des composantes évaluées. Pour chaque composante, la précision, la fluidité, le rappel, repérage, inférence et réaction, vous pouvez rapporter vos résultats, mais ce qui va être surtout intéressant, ça va être la partie commentaires, observations, interventions ciblées ou objectifs d'apprentissage à travailler. Et vous allez pouvoir cocher à ce moment-là si vous jugez qu'une intervention est nécessaire pour votre élève. Vous avez aussi un tableau de portrait de classe dans lequel vous pouvez rapporter vos élèves et cocher les élèves qui auraient besoin d'intervention. Avec ce tableau, vous allez être en mesure de planifier votre décloisonnement ou vos sous-groupes de travail. Donc, dans ce cas-ci, on va toujours prioriser, si c'est un sous-groupe d'intervention, de regrouper des élèves qui auraient les mêmes difficultés. Donc, à savoir, si j'ai utilisé un livre d'évaluation de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, à la limite, c'est pas ça qui est le plus important. C'est plutôt de voir quelle est la difficulté des élèves, comme par exemple, je pourrais cibler c'est dur, c'est doux pour un sous-groupe d'intervention et de regrouper les élèves qui ont besoin d'avoir une intervention sur cette correspondance graphème-phonème-là pour faire mon sous-groupe d'intervention. Autre question, comment choisir le matériel et nos interventions en fonction des résultats de l'évaluation? Encore une fois, je vous rapporte au fameux guide pédagogique dans lequel vous allez avoir justement les types d'erreurs avec des suggestions d'intervention. Ici, on est allé avec des suggestions d'intervention qui sont quand même assez générales.
selon le type d'erreur. Dans ce cas-ci, on aurait un type d'erreur de type correspondance graphème-phonème, des élèves qui changent le son d'un graphème. La recommandation, c'est bien sûr d'enseigner de façon explicite les correspondances graphème-phonème identifiées et la lecture de mots qui comprennent ces graphèmes. Vous avez pour les types d'erreurs du matériel des éditions Passe-Temps qui est recommandé. Sachez par contre que vous n'êtes pas obligé d'intervenir nécessairement avec le matériel des éditions Passe-Temps. Tout le matériel que vous avez, matériel maison, autre matériel, vous pouvez l'utiliser. L'important, c'est d'y aller avec la même logique que lors du choix du livre, lorsque vous enseignez, ou le choix du livre lorsque vous évaluez. Vous allez prendre un temps pour analyser dans le matériel quelle correspondance graphème-phonème se retrouve et est-ce que j'ai enseigné la majorité des correspondances graphème-phonème. Il se peut parfois qu'il y ait certaines correspondances graphème-phonème que vous n'avez pas vues dans un matériel, mais si vous avez enseigné la majorité des correspondances graphème-phonème, à ce moment-là, vous pouvez utiliser ce matériel-là lors de vos interventions. Ce qui est intéressant, par contre, avec la collection des codes, c'est qu'on sait que tous les livres, le matériel complémentaire et la trousse d'évaluation ont été créés avec la même progression. Donc, le choix du matériel se fait de façon, bien sûr, plus simple lorsqu'on utilise du matériel des codes et même lorsque vous utilisez, par exemple, Ensorcelir, vous avez la correspondance avec les niveaux des codes. On va éventuellement travailler là, sur, en fait, peut-être un document là, qui vous permettrait d'arrimer le matériel des éditions Passe-Temps selon les niveaux des codes pour vous aider dans tout ça. Puis, du côté là, de l'édition aussi, on est en train de réfléchir à du matériel complémentaire des codes qui vous permettrait d'enseigner les correspondances graphème-phonème, de poursuivre le travail en sous-groupe avec vos élèves. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire à mélanie.lortie@passetemps.com ou à les écrire dans le clavardage tout simplement. On termine avec 12 règles d'or. On est quand même bonne. Il reste 4 minutes. On a réussi à le faire en 1 heure finalement. 12 règles d'or de l'évaluation de la lecture qui a été empruntée à Michel Minard-Corriveau. Donc, on va toujours enseigner la compétence de manière explicite. On n'évalue que la compétence enseignée. On enseigne le sens des mots besoins. On mesure la précision d'abord, la compréhension, la fluidité. Je n'évalue pas ce qui n'a pas été enseigné. Je ne présente aucun mot nouveau en évaluation, d'où l'importance d'enseigner le vocabulaire du livre avant l'évaluation. Je ne compare pas les élèves entre eux. Je ne mesure pas la réussite en fonction de la vitesse, du nombre de mots lus par minute. Euh, la vitesse, le nombre de mots lus par minute, ça reste quand même une composante parmi tant d'autres qu'on pourrait observer, qui nous donnerait une information, mais ce n'est pas la seule à observer. Je donne le temps à l'élève de s'exercer pour développer ses compétences. Pas de piège, pas de surprise. Donc, des petits points à retenir sur le code. C'est très important d'enseigner le code. C'est pas anodin, c'est essentiel pour comprendre ce qui est lu. Plus on va automatiser le code, la capacité à décoder, plus les élèves vont accéder à la compréhension. Les livres décodables ne découragent pas l'élève et ne tuent pas l'amour de la lecture. Au contraire, l'élève est motivé par sa compétence et les enseignants vont être aussi motivés parce que le pistage des projets, des progrès de l'élève va lui permettre d'observer justement la progression des élèves. Je termine avec le concours. Vous avez encore le temps de scanner le code QR ici avec votre téléphone pour gagner la collection Ensorcelir. Le tirage va être fait lundi, je crois, parce que la fin est demain soir à 23h59 pour s'inscrire. Et nous allons prendre le temps, bien sûr, s'il y a des questions dans le chat, de les regarder. Puis, je vous invite aussi à aller sur la chaîne YouTube
des éditions Passe-temps. Si vous voulez avoir des vidéos explicatives du matériel, on a des vidéos pour toute la collection des codes, pour la trousse d'évaluation, vous en avez pour ensorcelir, vous en avez pour plein de choses. Donc, allez sur Édition Passe-temps YouTube, vous inscrire à l'infolette, vous allez trouver des formations. Donc, l'infolette, toujours intéressant parce que vous allez justement savoir s'il y a des webinaires comme ça pour vous aider, s'il y a des nouveautés, s'il y a des promotions. Donc, inscrivez-vous à l'infolettre pour avoir plus d'informations. Et sur ce, je vous remercie d'avoir participé au webinaire. Cynthia, est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire? Ben, Je te prends de court, hein? merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. Puis j'espère que la trousse d'évaluation pourra vous aider à recueillir des données pour intervenir efficacement et faire en sorte que tous nos petits apprenants puissent devenir des lecteurs compétents. Merci beaucoup tout le monde.